la crise actuelle entre la France et la Russie. Quelles sont les clés historiques pour la comprendre? La période actuelle, il faut le déchiffrer à travers les personnages historiques. Vous voulez comprendre la Russie aujourd'hui, vous devez revenir à Ivan le Terrible, Pierre le Grand, Napoléon, puis la guerre de Crimée. Ancien diplomate et grand spécialiste de l'histoire russe, Vladimir Fedorovski nous entraîne au cœur de relations franco-russes, à la lumière du passé et des passions qui les ont façonnées. En exclusivité, il nous présente son nouveau livre, D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, consacré à Armand de Lestock, ce Français audacieux qui, dans l'ombre de tsar et surtout des tsarines, a su changer le cours de l'histoire russe. Monsieur Fedorovski, pourquoi avez-vous décidé de consacrer votre nouvel ouvrage à ce personnage méconnu de l'histoire, mais qui a modifié le cours d'histoire russe et qui préparait un coup d'État en Russie, Armand de Lestock? Coup d'État, vous savez, c'est un personnage, ce livre, c'est un 58e, je crois, 58e, je crois, livre que j'ai fait. Et j'ai fait beaucoup de livres, et mes plus grands succès, c'est les livres d'évasion, 1 million d'exemplaires, c'est le roman de Saint-Pétersbourg, et ce livre d'Artagnan de Saint-Pétersbourg est un peu dans la filière de tout ça, dans la, disons, dans la continuité de ça. L'autre livre, le roman de Saint-Pétersbourg, c'est il y a beaucoup d'années, plus de 25 ans, il y a beaucoup d'années que j'ai fait ça. Je me suis reproché ces derniers temps parce que, avec la crise actuelle, j'ai fait quand même plusieurs livres consacrés plutôt à déchiffrage de la crise actuelle et de l'histoire. Vous me dites pourquoi ce livre, au premier degré, vous savez, c'est un livre aussi pour soigner la tristesse de notre époque. Vous savez, nous vivons, je considère que nous vivons maintenant le moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe, peut-être de l'histoire de l'humanité. Parce que moi, j'étais diplomate des longues années, la diplomatie est presque morte maintenant, et j'ai voulu faire un livre pour un tout petit peu briser cette tristesse, parce que le personnage était vraiment flamboyant. En Russie, on le connaît, mais on ne l'avantage pas beaucoup. En revanche, en France, on ne le connaît pas du tout. Et pourquoi il est méconnu, selon vous? Il est méconnu par la fatigue intellectuelle, parce que les gens ne veulent pas connaître la vraie histoire. Mais vous savez, je vais vous dire, les Français, ils sont souvent inspirés des études russes. Et les Russes ne voulaient pas l'avantager parce qu'il était en français. Ça, c'est les choses comme ça. Mais ça, c'est au premier niveau, parce que c'est vrai que c'est un personnage d'Artagnan de Saint-Pétersbourg, c'est plus qu'un aventurier. Il a contribué à un changement de l'histoire de la Russie. C'était un copain de Pierre le Grand, un ami de Pierre le Grand, on peut dire favori de Pierre le Grand. Il était aussi très proche de 2 tsarines, 3 tsarines même. Il a placé au trône de la Russie Élisabeth. Et moi, je suis très attaché à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, les couleurs extraordinaires, on dit Venise du Nord, jaune, fuchsia, les choses absolument éblouissantes. Et je voudrais replonger un peu dans ça. Et tout le monde pense que c'est Pierre le Grand qui a créé Saint-Pétersbourg. Il a fondé Saint-Pétersbourg. Mais aussi, c'est Élisabeth, on va en parler, qui a créé la magie de Saint-Pétersbourg avec ces couleurs extraordinaires dont je vous ai parlé. Le coup d'État extraordinaire, et puis les gens ne savent pas qu'il a contribué aussi à la création de mythe de Catherine II. Sinon, il a inventé Catherine II. Vous voyez, ça, c'est au premier niveau. Je tiens à vous dire aussi que c'est lié avec l'actualité. C'est un livre, au premier niveau, vraiment, c'est pour soigner la tristesse de notre époque. Mais au deuxième niveau, c'est un livre lié avec l'actualité. Vous avez lu mon livre précédent, ça s'appelait Trump, Poutine et Ivan le Terrible. C'est un livre qui permet de déchiffrer la période actuelle avec les clés historiques.
parce que beaucoup de choses peuvent être comprises avec les clés historiques. Et j'ai consacré à Ivan le Terrible. Ivan le Terrible, c'est le fondateur de la géopolitique russe, je dirais, parce que c'est lui qui a dit qu'il faut, avec l'Europe, il faut l'oublier, il n'y a rien à faire, nous sommes trop grands pour l'Europe. Et finalement, à cause de ça, ce sera difficile de travailler avec eux. Mais Pierre le Grand, c'est antithèse d'Ivan le Terrible. Et alors, ce livre aussi permet d'évacuer, de parler de Pierre le Grand, de son rôle, de ses faces cachées, de ce siècle extraordinaire qui est là. Voilà, j'étais très long pour répondre à votre question. Et à votre avis, est-ce que Armand de Lestoc était un espion ou un aventurier? Parce qu'il a touché de l'argent. Il était un peu espion, mais vous savez, ça dépasse. Il faut comprendre que, vous savez, c'est un grand aventurier. Le fait qu'il a touché de l'argent un peu partout, ça ne prouve rien, absolument rien. Et vaguement, ce coup d'État extraordinaire que je décris était financé par Versailles, par les Français. Mais au-delà de ça, il avait un dessein. Et c'est le seul du XVIIIe siècle qui garde le secret de ce genre d'aventurier. Je raconte ça, Casanova, Cagliostro, tous ces gens-là, c'est dans cette filière-là. Le personnage est vraiment flamboyant et ça dépasse. Un jour, je peux vous faire ce lien entre l'espionnage et la haute politique, mais ça dépasse l'espionnage vulgaire. Le fait qu'il a touché l'argent chez les Prusses, à Versailles, ou encore évidemment chez Pierre le Grand, ça ne prouve rien. C'est un personnage historique, flamboyant, d'Artagnan de Saint-Pétersbourg, pour soigner la tristesse de notre époque. Et justement, Monsieur Fedorovski, pour nos spectateurs, peut-être qui connaissent pas encore ce personnage, est-ce que vous pourriez le présenter en grandes lignes et notamment parler plus en détail de ce coup d'État de Lestoc et de la Chétardie? Vous savez, je vais vous dire. Tout d'abord, c'était un garçon d'une famille de protestantes. Et son père, comme il y avait les persécutions de protestantisme, il est parti en Allemagne pour exercer le métier, mais Lestoc est revenu en France. Il a essayé de faire la carrière militaire, il a commis quelques bêtises, excès de langage, et il était mis en prison. Mais son frère, il l'a libéré presque par hasard avec l'aide de la duchesse d'Orléans, et il devait quitter la France pour essayer de trouver quelque part. Et je décris ça, ça me permet de raconter Pierre le Grand comme jamais, puisqu'il est allé sur place en Hollande, où Pierre le Grand a travaillé comme un simple ouvrier, et finalement, là-bas, il s'est renseigné de ce lointain pays qui était la Russie. Il était attiré par la Russie. Et vous savez, je vais vous dire pourquoi j'évoque ça, parce que à cette période, à Lestoc, à Élisabeth surtout, sa copine, qui était la fille de Pierre le Grand, qui l'a mis sur le trône de la Russie, il remonte cette tradition de francophilie en Russie. Vous savez, de cet intérêt pour la France et réciproquement intérêt pour la Russie, pour l'histoire de la Russie de la part des Français. Et c'est une très longue tradition qui peut-être peut nous sauver maintenant, parce que nous vivons maintenant la période la plus dangereuse et une des plus grandes bêtises qui se passe, c'est une sorte de russophobie qui triomphe. Alors, Lestoc, il représente tout le contraire. Une tradition de francophilie d'une part, et d'autre part, une grande tradition aussi de l'intérêt pour la Russie. Et là-bas, il
dans le livre, vous allez voir, ça me permet vraiment de raconter avec les nouvelles archives le dessin de Pierre le Grand, le personnage de Pierre le Grand, l'époque de ça. Et c'est une clé pour comprendre aussi et un espoir pour nous tous. Parce que deux tendances il y a en Russie, vous le savez mieux que moi, il y a une tendance de rejet qui triomphe maintenant de l'Europe et de l'éloignement de l'Europe réciproque. Et l'orientation pour l'Asie, je cite souvent Ivan le Terrible, il n'y a rien à faire avec ces gens-là, ils sont un but de leur-même et il faut travailler avec l'Asie. Et puis Pierre le Grand, c'est l'affinité avec la France, etc., etc. Et puis, il y a un aspect sentimental dans l'affaire, mais diplomates qui ont été proches, il était connu par tous les grands ambassadeurs de là-bas, il le décrit volontiers, parce que étonnant que beaucoup de choses ont été décrites par les diplomates là-bas, par les ambassadeurs auprès de la cour du tsar. Et eux, ils sont persuadés qu'il a eu deux histoires d'amour. Si on peut gêner par rapport aux Russes, peut-être une petite histoire avec cette tsarine que j'aime beaucoup, Cendrillon de Saint-Pétersbourg. C'est une tsarine paysanne, vous comprenez. Rien ne l'a prédestinée à son destin de l'épouse de Pierre le Grand et puis impératrice de toute la Russie. Une petite serveuse, vous comprenez, qui n'était pas du tout prédestinée à ça. Pierre le Grand l'a remarqué chez son principal favori, Menchikov. Il y avait une tempête de neige. Pierre le Grand vient avec ce manteau de fourrure que vous aimez tant, avec le manteau de fourrure de la Sibérie, de renard argenté de la Sibérie. Il jette son manteau et une petite servante rattrape son manteau avec une geste trop habile. Qui est-ce? Dit Pierre le Grand. C'est ma servante, rien du tout. Non, qui est-ce? Et il y a une grande histoire d'amour, vous comprenez? Pierre le Grand, il a fait c'est la femme de Pierre le Grand, c'est une très grande tsarine, on la doit à elle, les merveilles de Saint-Pétersbourg. C'est elle qui a donné à Pierre le Grand l'idée de construire Tsarskoye Selo, le village de Tsar près de Saint-Pétersbourg. C'est elle toujours qui a joué un rôle essentiel sur le plan diplomatique. Mais bref, Stokel devient son copain, plus que copain, vers la fin du règne de Pierre le Grand. Il est un peu exilé. Vers la fin de Pierre le Grand, il est exilé à Kazan. Et puis, après la mort de Pierre le Grand, un coup d'État encore une fois, et on impose cette tsarine comme héritière de Pierre le Grand. Il devient encore une fois un personnage très important. Vous savez, il faut comprendre. Les gens ne savent pas jusqu'à quel point il a joué un rôle principal banalement sur le plan pratique. Il était super ministre, je vous dirais, de la médecine, mais c'est un des fondateurs de la médecine moderne en Russie. Vous comprenez, ça c'est aussi sur ce plan-là, mais il y avait en parallèle deux histoires sentimentales que j'adore décrire ça, avec ses écrits, avec ses lettres, etc. Et puis, à l'époque, Pierre le Grand, il a eu une fille préférée, c'est Élisabeth, et elle était un tout petit peu oubliée. Comment dire, après la mort de Pierre le Grand, c'est pas elle qui est devenue héritière. Il faut comprendre que Pierre le Grand, il a changé l'ordre de l'héritage. Les femmes pouvaient hériter du trône de la Russie. Et c'est comme ça que sa deuxième femme, Catherine, elle est devenue Catherine Ier. Mais sa fille, elle ne s'intéressait pas à la politique. Il s'intéressait à d'autres choses, il continuait à fréquenter assidûment les Stock, mais les Stock l'a poussé à la première ligne. Il a dit non, si le choix est simple, soit tu t'imposes comme une tsarine, soit tout est perdu. Et pendant 10 ans, il a travaillé, il y avait sa nièce, sa cousine, pour être précis, qui était à l'époque très pro-allemande, Anne, qui était héritée de Pierre le Grand. Pour les gens qui nous écoutent, il faut comprendre pourquoi, pour moi, c'est charmant d'écrire ça. Parce que pendant le XVIIIe siècle,
C'est un fait unique dans l'histoire du monde. Il y avait 5 femmes qui ont régné en Russie. 5 femmes, dont 2 ou 3 femmes d'exception. Je vous dis, Catherine Ier, la femme de Cendrillon, qui est analphabète, qui est devenue grande tsarine, Élisabeth, c'était pas évident, la fille de Pierre le Grand, pour l'instant elle est avancée, etc. Et puis Catherine II. Mais bref, à un moment donné, il a convaincu quand même, il a convaincu qu'il faut agir. Et là, c'est les pages que j'adore, franchement, parce qu'il le décrit. Et un peu de gens savent jusqu'à quel point c'était les 3 mousquetaires en vrai, comment il impose cette tsarine avec les coups d'État, les rencontres dans les souterrains. Elle vient encore une fois, manteau de fourrure. Sous le manteau, il n'y avait rien. Elle rencontre les ambassadeurs français qui la financent un tout petit peu. Et finalement, elle réussit son coup d'État pour s'imposer. Et la clé de ça, l'organisateur de ce coup d'État, c'était ce Français, Armand de Lestoc, qui a finalement l'imposé. Derrière ça, il y a quand même une petite réflexion pour vous dire un peu géopolitique. Parce que pendant longtemps, et j'espère qu'un jour on va en parler, vous savez, il y avait des choix à faire toujours par rapport à la Russie de la part des Français et de la part des rois de la France. Et la tradition française, c'était de privilégier, de travailler avec l'Empire ottoman, avec les musulmans, pour essayer de éloigner la Russie de l'Europe. Pour eux, c'était trop grand. C'était Louis XIV, c'était Louis XV, Louis XVI dans une moindre mesure. Et à l'époque, Lestoc était contre ça, mais Lestoc n'était pas aux affaires. Lestoc travaillait et surtout, Lestoc, il était venu avec Pierre le Grand en France pour son ambassade. Ah, mais ça, c'est son voyage, je décris ça aussi dans le livre. Le voyage est étonnant parce que Pierre le Grand, il était très attaché à la France. On dit que Saint-Pétersbourg, il était inspiré plutôt par ses voyages en Allemagne, en Hollande surtout, parce qu'il voulait faire Amsterdam. Non, il a voulu toujours, il a adoré le luxe français, il a adoré l'histoire française. Il voulait marier d'ailleurs sa fille préférée, Elisabeth, avec Louis XV, mais ce n'était pas tellement réaliste, parce que les Français ne voulaient pas, surtout pas. Mais son voyage est assez étonnant, parce qu'il a à peine, il l'a quand même pris dans les bras, Louis XV. Il a espéré de le marier avec sa fille, mais ça n'a pas réussi. Mais il était tellement intéressé par le rôle de Richelieu, il allait s'agenouiller sur le tombeau de ça. Et Lestoc, il l'a accompagné, il a laissé la description assez étonnante de ce voyage. Et je dois vous dire, en quelque sorte, cette longue tradition et le choix à faire sur le plan géopolitique remontent au message de Pierre le Grand. Parce que le message de Pierre le Grand, que la Russie doit être européenne ou ne pas oublier son existence. Et ça nous ramène à la réflexion d'aujourd'hui. L'Asie, vous voyez en quel domaine il faut choisir aujourd'hui, par la force des choses. La Russie ne considère pas l'Europe comme continent de l'avenir et s'oriente vers l'Asie, mais le message de Pierre le Grand, c'est quand même l'Europe. Et à ce moment-là, il y a un autre personnage, et encore une fois une sorte d'énigme, qui entre en jeu, parce qu'il y avait un personnage aussi flamboyant que Lestoc. Il n'a pas joué un rôle principal dans le coup d'État, dans l'histoire de la Russie, mais dans le complot, il a joué un rôle. C'est Marquis de Lachette-Hardy. J'adore ce personnage parce qu'il a voulu, moi quand j'étais diplomate, j'ai voulu changer aussi les choses, les orientations politiques, et il a été très volontaire. Son message était tout le contraire de Versailles. Il a dit non, pas l'Empire ottoman. Si la France voudrait exister comme une très grande puissance, il faut faire l'alliance avec la Prusse et avec la Russie. C'est très intéressant comme réflexion dans les choses. Ça me rappelle les réflexions, un jour je vais vous raconter comment ça s'est passé avec De Gaulle,
mais avec mon ami Chirac, avec beaucoup d'autres gens, il y avait cette réflexion qui a été menée à l'époque par Marquis de la Chaussardie, flamboyant encore. Vous savez, là, c'est un frimeur, vous savez, c'est quelqu'un qui aimait vraiment éblouir Saint-Pétersbourg, et quand il est entré dans ses carrosses faits d'argent, il a ébloui tout le monde. Vous savez comment il a conquis Saint-Pétersbourg, Marquis de la Chaussardie? Il a apporté du vin français? Absolument. On a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, il faut me donner de l'argent pour les pots de vin, ça c'est vrai, mais surtout, il faut m'envoyer les meilleurs crus de français. Il a envoyé, on s'était envoyé là-bas. Il vient un moment charnière, quand, encore une fois, c'était 1741, il vient et il commence à fréquenter évidemment le stock, il voit que c'est un favori, le stock le guide vers sa copine qui est Elisabeth. Encore une fois, il y a une sorte d'énigme, encore une fois, le témoignage diplomate, parce que le diplomate, il pense que Elisabeth, qui était une force de la nature, qui était avec les deux, c'est-à-dire avec le stock, avec son, d'ailleurs, son amant qui était devenu après son mari marganitique, un chanteur Razumovski d'origine ukrainienne, et aussi avec ce diplomate. Et ça, nous n'avons pas tenu le chandelle, mais il y a un témoignage extraordinaire de l'ambassadeur Manfred, il s'appelait, de l'Autriche, qui est formel qu'il y avait une histoire d'amour aussi entre Marquis de la Chaussardie. Le moment était de choix. Le moment était fatidique. Il fallait choisir le moment de choix. Et il faut dire que les stocks, elle était persuadée qu'il faut approfondir, c'est pour la grandeur de la France, ses contacts avec la tsarine et placer la tsarine au trône de la Russie. Ça ne se peut passer comme il aurait voulu. Peut-être il a eu interdiction formelle de la part de Versailles de participer directement dans le coup d'État. C'est-à-dire que les stocks, ils mettaient en avant les intérêts français et pas les intérêts russes? Non. Il mettait en avant, il était persuadé, il a travaillé pour la France, mais est-ce que c'était vulgairement présenté ce personnage? Vous savez, ce personnage, il était faiseur de l'histoire. Il pensait qu'il fait changer le cours de l'histoire. Et évidemment, il était très attaché à la France. Mais dire qu'il a travaillé seulement pour la France, c'est pas vrai, parce qu'il a travaillé un peu pour la Prusse, mais aussi il a travaillé pour la grandeur de la Russie. Il a poussé, franchement, il était persuadé que l'arrivée de cette grande dame va changer l'histoire de la Russie. Il était ébloui, il faut dire, par le projet de Pierre le Grand de faire je raconte ça en détail, de faire de la Russie une grande puissance européenne. Il était à ce niveau-là. Vous comprenez? Ça, c'est les choses comme ça. On essaye, et c'est pour ça que les Russes, ils sont assez réticents. C'est pour ça que le personnage est un tout petit peu oublié aujourd'hui, même en Russie, parce qu'on le présente pas comme un personnage principal, mais de coup d'État, mais c'est un organisateur d'un coup d'État. Pourquoi? Pour placer cette tsarine avec le projet européen de la continuité de Pierre le Grand. Et finalement, vous savez, il a réussi, c'est lui qui était quand même persuadé que c'est elle seule qui peut créer un miracle dans le monde, c'est Saint-Pétersbourg et sa tsarine. Il faut comprendre. Moi, quand je reviens à Saint-Pétersbourg, vous revenez, c'est une ville qui n'existe pas nulle part. Le jaune, le fuchsia, le vert préféré de Rastrelli, avec l'influence du classicisme français, des grandes traditions architecturales russes de Novgorod, l'influence aussi de l'Italie, c'est lui qui a toujours soutenu cette idée de donner la carte blanche à celui que je considère comme un des plus grands architectes du monde, Rastrelli, un Italien qui a transposé, qui a créé le miracle
de ça. Mais au-delà de ça, vous comprenez, on sous-estime que Élisabeth, elle a changé beaucoup dans la gestion de la Russie. Il y avait l'équilibre de pouvoir, il y avait, vous savez, les contre-pouvoirs qui ont été créés, il y a le réforme. Tout ça, c'était fait sous l'influence directe de l'histoire, puisqu'il était un favori réel après le coup d'État de 1941, quand ils ont réussi de ça. Et le Chatardy, il faut revenir à ça, parce que j'aime beaucoup ce personnage quand même, parce que c'est le personnage dans le cas. En fait, l'histoire et lui, ils se ressemblent un peu. C'est les grands aventuriers du XVIIIe siècle, siècle. Et je viens assez souvent, il y a son château qui existe toujours en Charente, je viens souvent là-bas, et l'autre, il a réfléchi de quelle manière il fallait vraiment gérer l'Europe de l'époque et finalement l'Europe de maintenant, parce qu'il dit que la vraie grandeur de la France, c'est l'alliance entre la France et la Russie. Ça ne vous rappelle pas cette phrase extraordinaire que De Gaulle a écrit dans la lettre à sa mère: la grandeur de la France, c'est une alliance entre la France combattante et la Russie combattante. Vous comprenez? Tout ça, c'est les va-et-vient historiques. Et sur ce plan-là, évidemment, pour moi, l'histoire de la Chatardy, en dehors de ces affaires pittoresques, sentimentales, je décris, vous savez, il a laissé les choses étonnantes sur le plan sentimental aussi. Vous savez, il décrivait ses rapports avec les tsarines. C'est un personnage très sensuel. Pour moi, c'était une nécessité presque de le faire. Et après, il commet quelques bêtises. Comme c'était un aventurier, ils ont commencé à intriguer pour s'imposer tous les deux, Lestock et la Chatardy, comme les principaux favoris. Chatardy, il a prononcé ça dans la phrase exquise dans son château. Son propriétaire m'a cité cette phrase dans la dernière lettre de la Chatardy. Il dit: je ne suis pas devenu son tsar, mais elle est restée l'impératrice de mon cœur, en parlant d'Élisabeth. Mais dans cette phrase, impératrice de mon cœur, il y a le fait qu'il a prétendu pas de devenir le tsar, mais en tout cas favori principal de la tsarine. Oui, parce que dans les lettres de la Chatardy, il s'exprimait pas en termes très élogieux. Ah non, mais ça c'est une autre chose. Ça c'était ce côté vaniteux, ça arrive avec ce genre de personnage. Le diplomate, un conseil de vieux diplomate, il ne faut pas être vaniteux, il faut s'oublier, l'oubli est nombril. Et nombril, Chatardy, il a laissé tout. Dans les archives de Quai d'Orsay, vous allez trouver tout. Ils ont été en partie publiés, en partie je le publie. Vous comprenez? À un moment donné, il a commis son principal bêtise, à la différence quand il était déjà, après le coup d'État, il réussit, il reçoit toutes les décorations, la tsarine danse toujours avec lui, il provoque la jalousie dans toutes les cours de l'Europe à l'époque, et par la vanité, il voulait s'avantager par rapport à Versailles. Et il écrit au roi. Il commence à décrire ses exploits sentimentaux, sensuels avec la tsarine. Et ça, c'est une bêtise double. Tout d'abord, il ne faut jamais raconter ces histoires sentimentales. Et d'autre part, il pensait que ces dépêches ne seront jamais déchiffrées, que les Russes ne vont pas les capter, etc. C'est une des bêtises principales qui a changé d'ailleurs le cours de l'histoire, puisque ça, il y avait leur adversaire principal, c'est un grand personnage, les Russes le connaissent, Bestoujev, il s'appelait, c'est vice-chancelier. À un moment donné, il était quand même le plus grand personnage de l'époque d'Élisabeth, au milieu toujours du XVIIIe siècle. Et il a oublié, le Chatardy, que les Russes, ils ont beaucoup de défauts. Mais
ils ont quelques dons dans le domaine sentimental et aussi dans le domaine des mathématiques. Oui, il y avait un Et mathématicien qui a déchiffré. son de ses collaborateurs, Goldbach, il s'appelait, il a déchiffré les dépêches de l'ambassadeur. La première dépêche, franchement, c'était un tout petit peu refilée par l'Autriche qui était rivale de la France. Il disait que la politique française, c'était, en fait, le roi disait que la politique française, c'est de mettre la Russie dans le néant, d'anéantir la grandeur de la Russie. Il était choqué, mais c'est pas pour ça qu'il a choqué. Parce qu'il commence à décrire l'Élisabeth avec ses écarts, etc. Il y a une phrase qu'il n'a jamais pardonnée, qu'elle est très jolie, elle est très affable, mais les hanches d'une cuisinière polonaise. Vous comprenez, ça c'est le truc de ça, je cite, etc. Elle a été brûlée. Et Bestoujev, il a apporté ces dépêches quand ils ont été les favoris à l'attention de cette grande tsarine. Et finalement, elle était choquée, comme l'enfance était publique, elle a foutu personne non grata. On l'a arrêté. Il a dû rendre, il lui a donné les cadeaux. Il y a un cadeau extraordinaire. On peut le regarder dans l'Ermitage encore, parce qu'il y a une tabatière avec les énormes diamants qu'il lui a donné en récompense de son rôle dans le coup d'État et financement, finalement, du coup d'État de 41 quand il a pris le pouvoir en Russie. Et tout ça s'était repris. Il a dû partir. Après son histoire, je l'ai reconstituée grâce à mon ami actuel propriétaire du château de la Châtardie en Charente. Il est parti pas en Charente au début. Il est parti en Sardaigne. Il a commencé à draguer une maîtresse de roi en Sardaigne. Et finalement, elle était encore une fois proclamée personne non grata. Le personnage est flamboyant, vraiment. C'est mon D'Artagnan de Saint-Pétersbourg. À mon sens, ça va plus loin. Je parle les stocks, mais Chettardi, l'histoire de Chettardi, dans le livre, je lui consacre quand même les chapitres essentiels parce que tous les deux, ils ont été à l'origine de ce que j'aime parce que il faut dire qu'Elisabeth, je vous ai raconté son rôle extraordinaire sur le plan de l'architecture de Saint-Pétersbourg, son rôle dans les réformes de la Russie. Mais à l'origine, Elisabeth fait pousser cette longue tradition qui existe malgré la crise actuelle. Détrompez-vous. Malgré toutes les choses actuelles, la tradition française existe en Russie. Et cette tradition de francophilie, ça existe. La preuve que vous parlez français d'une manière extraordinaire, mais la preuve aussi que c'était perduré à travers le siècle, à travers mes conversations avec Mitterrand, avec Chirac, avec l'affinité, je vous dis, un jour je vais vous raconter comment De Gaulle a été inventé, la France était quand même imposée au Conseil de sécurité grâce à Staline. Tout ça, c'est une chose qui remonte à cette période d'Elisabeth, qui a eu une réflexion, qui était une femme de tous les excès, d'une beauté extraordinaire, mais c'est une femme qui a eu les qualités incontestables, j'ai failli dire d'un homme d'État, d'une femme de tête, qui a su équilibrer l'Europe et cette tradition, quand la Russie est devenue partie intégrante de l'Europe, nous le devons à Pierre le Grand, que je décris en détail, à Elisabeth et évidemment à Catherine II, qui était inventée par mon D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, alias Armand de Lestock. Mais comment ces deux étrangers, parce que Armand de Lestock, il était français, Catherine II, elle n'était pas russe, comment les Français ou les étrangers tout court, ils influaient sur l'avenir de la Russie? Ça, c'est surprenant. Non, il n'y a rien de surprenant. Vous savez, les gens, maintenant on dit que la Russie représente une menace existentielle en Russie, etc. On dit que la Russie c'est un pays raffermé sur eux-mêmes,
Mais il suffit de lire Tolstoï, Dostoïevski ou écouter la musique de Tchaïkovski pour comprendre jusqu'à quel point la culture russe est ouverte vers l'étranger. Et d'une manière générale, les Russes, la cour des tsars, et c'est une grande tradition de la Russie tout court. Vous comprenez, j'aime raconter sur ce plan-là l'histoire de quelqu'un qui était l'écrivain peut-être anti-russe le plus connu dans le monde. Marquis de Kouchkine, il s'appelait, vous connaissez. Son livre, c'est La Russie en 1937, c'est un siècle plus tard qu'il vient là-bas. Il ne comprend pas pourquoi les Russes, mais qui sont les Russes? Il y a les Allemands, il y a les Baltes, il y a les gens de Yakoutie, il y a les gens de différentes origines. Il vient voir le tsar Nicolas Ier. Il a dit, Majesté, expliquez-moi qui sont ces Russes, présentez-moi ces Russes. Il y a un prince géorgien qui vient. Il a dit, voilà, c'est un Russe. Après, il convoque Yusupov, vous savez. Et il vient et il commence. Il a dit, voilà, Yusupov, il est d'origine tartare. Yakout. Il a dit, mais, Majesté, vous me présentez des gens qui ne sont pas russes. Il a dit, mon cher, c'est ça les Russes. C'est ça la Russie. La Russie était ouverte. Les gens savent très bien que les grands personnages, Catherine la Première, était d'origine étrangère. Les Stock, il était quand même super ministre, favori de Catherine. Je vous dis, créateur de la médecine en Russie. J'ai découvert dans les archives russes récemment, vous savez, sa bibliothèque, c'est bluffant sa bibliothèque. Et le changement, il était concepteur, mais parlez avec les médecins qui s'y connaissent. C'est un fondateur de la médecine en Russie, il était français. Vous comprenez? D'ailleurs, les Français à tort de ne pas, puisqu'il pouvait être fier. Non seulement il a changé l'histoire avec ses coups d'État, avec ses histoires d'amour, mais aussi il était un des fondateurs de la médecine en Russie. Vous comprenez? Etc. En ce qui concerne l'histoire de Catherine, c'est la suivante. Il faut que d'ailleurs, je vais faire après, je vais vous faire une petite révélation, je vais faire un deuxième tome quand même de ça, parce qu'il faut que je raconte Catherine, parce que je tiens à vous dire une chose. Vous comprenez, la période actuelle, il faut le déchiffrer à travers les personnages historiques. Vous voulez comprendre la Russie aujourd'hui, vous devez revenir à Ivan le Terrible, Pierre le Grand, Napoléon, les guerres de napoléoniennes, mais aussi la guerre de Crimée, et puis pour arriver à ça. Autrement, c'est absolument impossible de comprendre ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Et c'est pour ça que je reviens vers ça. En ce qui concerne Catherine, la situation était suivante. Quand le Chettardi était proclamé personne non grata, les Stock étant quelqu'un qui réfléchissait de quelle manière il peut continuer à exister comme un grand favori, il vient voir sa copine, la tsarine. Vous savez, elle a utilisé une faculté extraordinaire parce qu'il pouvait la voir à n'importe quelle heure de la nuit. De la nuit, c'était normal, mais de jour aussi, il venait la voir quand il voulait. Et il lui dit la chose suivante. Écoutez, on l'appelait quand même la tsarine. Écoutez, la situation maintenant est très dangereuse. Vous avez fait, il ne pouvait pas avoir des enfants. Et plutôt que le savait, ça, comme médecin, son médecin personnel. Et il dit, si ça continue comme ça, c'est très dangereux. Et vous avez adopté l'enfant de votre sœur, il devient Pierre III, mais c'est un garçon bizarre. Il déteste la Russie, il ne veut pas s'intéresser à ça. Il a maintenant bientôt 16 ans, il faut la marier. Il a dit, mais comment marier? Et finalement, il s'est souvenu, parce que parmi ses fiancés, il y avait un prince allemand qui était l'oncle d'une petite princesse
complètement oubliée dans le petit principauté de l'Allemagne, qui était Catherine II. Toujours Catherine II. Son vrai nom, c'est Sophie. Sophie. Et c'est comme ça qu'ils ont fait une combine, ils ont écrit une lettre ensemble là-bas, ils l'ont invité là-bas. Et Catherine, elle est devenue quelqu'un, peut-être une des tsarines les plus importantes. Encore une fois, c'est l'actualité, vous savez. On parle aujourd'hui, il y a quelques jours, Poutine a fêté son anniversaire. Son anniversaire, 73 ans. Où il a fêté son anniversaire, vous savez? Dans le lieu emblématique de Saint-Pétersbourg, dans la cathédrale Pierre-et-Paul. Pourquoi? Pour honorer Pierre le Grand. Qu'est-ce qu'il y aura comme festivité qui vient pour la Russie actuelle, qui va former, je dirais, ce renforcement de patriotisme russe? Vous savez, dans les jours, je vous fais l'annonce, il y aura l'anniversaire, c'est 200 ans de la naissance de Catherine. Ce sera fêté partout en Russie, comme créatrice de la Russie actuelle. Ce sera, vous comprenez, tout ça c'est, en ce qui concerne les stocks, vous dites qu'il a travaillé pour la France, mais il a travaillé surtout pour la Russie. Parce que quand la petite princesse vient, c'est lui qui s'occupe de son éducation. De quelle manière? Elle l'éduque. Tout d'abord, elle devient orthodoxe. Deuxième chose, elle parle russe d'une manière exquise. Elle écrit le russe d'une manière exquise. Elle étudie la géographie, l'histoire de la Russie. Elle devient russe plus que russe, à tel point qu'à la fin de quand il est devenu tsarine, elle a demandé qu'on lui fait, vous savez, couler le sang russe dans ses veines. Elle a demandé que le sang russe coule dans ses veines. Elle est devenue russe plus que russe. Et ça, c'est une grande tradition de l'ouverture de la Russie. Je vous dis, encore une fois, j'espère bien que les Russes vont fêter ce grand français, mais en tout cas, en attendant, ils fêtent cette tsarine extraordinaire qui était Catherine II, aussi francophile d'ailleurs, avec ses rapports avec Voltaire, avec Diderot, avec Grimm, avec toutes ces choses-là. La tsarine qui m'éblouit parce qu'elle est devenue un grand homme d'État en Russie, un des plus grands hommes d'État en Russie, d'une part, et d'autre part parce que cette grande tsarine, elle a donné comme les stocks des grandes leçons aussi de l'amour et vous savez, elle a eu une réflexion, mais ça je vais décrire un jour, elle a fait un lien entre la politique et l'amour. Elle a rencontré l'homme de sa vie, un personnage beaucoup dénigré de la Russie, un très grand personnage de la Russie éternelle, il s'appelait Potemkin. Il a rencontré ça après 40 ans. Et je voudrais réconforter vos auditrices, vos spectatrices. Elle disait toujours que la vraie histoire d'amour, c'est toujours après 40 ans. Voilà, la grande tsarine. La grande tsarine, à l'origine, toujours mon d'Artagnan de Saint-Pétersbourg, les stocks. Mais il y avait après tout le 18e russe. Le 18e russe, c'est toujours les va-et-vient entre la France et la Russie. Je vous dis, Catherine, ça vaut la peine qu'un jour je vous raconte ça, mais il y avait Napoléon, il y avait la guerre de la Crimée, il y avait ce renversement après la guerre de la Crimée. Si on me permettait, je vais dire quelques mots à propos de Napoléon. Pourquoi? Parce que Napoléon, j'ai consacré, vous avez visité Fontainebleau et vous avez trouvé là-bas mon livre qui s'appelle Napoléon passe. J'étais très touché quand vous m'avez envoyé la photo. Je dois vous dire que Napoléon, c'est aussi comme la Chatardie, comme surtout les stocks, ça nous donne les clés pour déchiffrer l'actualité. Parce que Napoléon, il a beaucoup réfléchi pourquoi il n'a pas réussi à s'imposer en Russie. Il a eu le meilleur armée du monde, c'est le plus sophistiqué, etc. Et finalement, il n'a pas su s'imposer.
Et lui, il a réfléchi sur ça. C'est une réflexion à une connotation d'actualité tout à fait frappante. Il disait, la première chose, je vendais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Deuxième chose, je prenais mes désirs pour la réalité. Troisième chose que j'ai sous-estimé, le rôle de la géographie, encore une fois, une grande leçon, parce que la Russie, c'est quand même sixième, septième partie du globe terrestre. Et je dois vous dire que ça, c'est les réflexions qui ont étonnantes. Et ça aurait pu changer aussi, ça aurait pu tourner autrement. Ça aurait pu, vous comprenez, Napoléon est allé là-bas vraiment quand il y avait des erreurs d'analyse majeures qu'il a reconnues. Il a sous-estimé le rôle de la géographie, des espaces russes, résilience russe, qui a aussi décrit par Tolstoï. Vous savez, j'ai bien connu un grand diplomate du XXe siècle, Kissinger. Et il m'a dit, je lui ai dit qu'il faut, pour comprendre la Russie, il faut relire les pages concernant Napoléon de Guerre et Paix. Relire. Il a dit non, il faut qu'ils lisent. Les gens ne savent pas qu'il faut relire ça. Il faut relire. Tout ça, c'est une explication de la situation qui est important pour moi. Et c'est pour ça que je reviens sur les clés historiques. Pierre le Grand, Élisabeth, Catherine II, Napoléon, et après peut-être la période aussi de la guerre, quand on a commis beaucoup aussi d'erreurs d'analyse réciproque, et la Russie a reçu un revers à l'époque, mais je reviens à ça, c'est la guerre de la Crimée. La guerre de Crimée, je vais vous dire pourquoi il faut revenir. Ça, c'est 53-56, parce que à l'époque, aujourd'hui, la Russie est complètement diabolisée. Vous savez, on a parlé de la tradition de l'attirance réciproque, de l'affinité, mais cette attirance réciproque, maintenant, un tout petit peu étouffée, beaucoup étouffée, et finalement, on dit que la Russie, c'est la principale menace de la France, que les Russes veulent conquérir la France, etc. Et cette rhétorique, qui est une rhétorique qui est difficilement défendable, mais cela dit, elle existait aussi historiquement, plusieurs fois. En 1940, elle existait aussi mais en guerre en Crimée, c'est particulier, parce que les gens pensent qu'on ne peut pas faire pire que maintenant, pas du tout. La Russie était diabolisée pendant la guerre de Crimée beaucoup plus que maintenant. Si vous regardez les caricatures à l'époque, etc., ça c'est complètement faux. Et à l'époque, je vous dis il y avait des erreurs d'analyse majeures de deux côtés, mais je ne vais pas vous raconter, c'est pas pour ça que je voudrais revenir à la guerre de Crimée. Mais on a pensé que c'est pour jamais, les rapports entre la France et la Russie c'est terminé. C'est presque entre la France et l'Europe c'est terminé, que la Russie mangeur d'hommes, les choses sont comme ça. Et c'est pour ça que je publie dans la réalité de mes livres, parce que je m'inspire d'un personnage que peut-être vous vous souvenez, il y avait un aristocrate français. Il s'appelait Marquis de Vaugué. Marquis de Vaugué, c'était 10 ans plus tard, après la guerre de Crimée. Vous savez, comme il était aristocrate, il aimait bien fréquenter les gens de ce milieu, et il était passionné de la chasse, et il voudrait chasser l'ours. C'est logique, l'ours. C'est toujours la Russie. Il aimait chasser l'ours, il est allé en Russie pour chasser l'ours. Il fréquente les aristocrates, on lui a donné quelques adresses, et après la chasse, il bavarde autour de la cheminée avec ces aristocrates. Qui étaient ces aristocrates? C'était Tolstoï, c'était Tourguenev,
C'était les gens, ils lui racontent leur roman, un peu la vie là-bas. Il y avait toujours, comme dans l'histoire de mon D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, une histoire d'amour qui se rajoute à ça. Il est amoureux d'une Russe, et après il y aura un mariage. Il revient et il publie un livre qui est un peu occulté aujourd'hui, mais je conseille de revenir à ça parce que ça donne des clés pour comprendre la situation actuelle, encore une fois. Il vient et ça s'appelle le roman russe. C'est un grand best-seller, un très grand best-seller en France. Et ça change complètement la donne géopolitique, mon cher. Géopolitique en Russie. La Russie devient à la mode. Le roman russe, évidemment Guerre et Paix, que je recommande à lire pour comprendre la situation, comme d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que pour que les gens comprennent la situation géopolitique, il faut relire les récits de Sébastopol sur la Crimée, de Tolstoï, toujours. Mais il revient à ça et ça change. Et après, il y avait l'entente. Et après, il y avait la venue de Tsar. Et après, il y avait le pont d'Alexandre III que tout le monde connaît à Paris. Tout ça, c'est les va-et-vient. Et ça me donne une réflexion qui a été menée par Lestock. Il a dit que la géographie et l'histoire, c'est plus fort que les aléas politiques. Que la géographie et l'histoire déterminent les choses plus que d'autres choses. Il y a un historien français, Brodel, il s'appelait, il dit l'histoire longue. L'histoire longue détermine les choses là-bas. Et ça, c'est un exemple. Moi, quand je reviens chaque fois, quand je réfléchis sur ça, je réfléchis à ces hommes et les femmes qui ont changé la donne sur le plan géopolitique par leur volonté et par leur vision de l'histoire longue. Et le sommet de ça, c'était quand même la fin du 19e siècle. Il y a un symbole, plus que les emprunts russes, plus que la venue des tsars à Toulon, que l'inauguration du pont Alexandre III, il y a un phénomène qui a été lancé à l'époque par la volonté. Je l'appelle, je vous ai parlé de tsarine, je l'appelle le tsar des arts. Le tsar des arts, parce qu'il y a un phénomène toujours, c'est un phénomène unique. C'était formellement, c'est les ballets russes. Ballet, c'est limité. En réalité, c'est les ballets français, puisque c'était lancé par Paris. Quelqu'un qui n'était pas comme les Stock. Les Stock, il était en quelque sorte en dehors des clichés. Est-ce que c'était un homme politique? Est-ce que c'était un aventurier? Est-ce que c'était un espion? Est-ce que c'était un médecin? Mon Diaghilev, je parle de Diaghilev, fondateur de la compagnie des ballets russes. Il a lancé ça à Paris, surtout au début du XXe siècle. Il a créé un phénomène unique qui reflète dans la réalité ce art pan-européen parce qu'il transgressait les frontières entre les États. Il était francophile par excellence. Il disait qu'un Russe, pour réussir, il doit être avec les ballets russes, mais carrément pour réussir, il fallait être avec les ballets russes, mais le Russe, pour réussir, il doit venir à Paris. Et il est venu à Paris, il a transgressé, il a créé une symbiose entre les arts. Parce que les ballets russes, ce n'est pas seulement les ballets, c'est l'art pictural. Parce que Matisse, j'ai bien connu Dali, j'ai Picasso, tous les grands artistes dans l'art pictural étaient là-bas. C'est la poésie, c'est l'art évidemment dramatique, c'est évidemment la ballet, la musique, Stravinsky, etc. Et il a créé ce phénomène que je pense que pour nous, c'est presque un autre symbole de notre récit. Parce que ça a commencé par Pierre le Grand et son attachement à l'Europe,
qui était quand même accompagné royalement par ce Français venu de la France dans les neiges immaculées de la Russie, qui était D'Artagnan de Saint-Pétersbourg-Vostok. Et ça se termine par ce phénomène unique du XXe siècle, cette fois-ci à la limite, qui est pendant 10 ans, c'est vraiment le summum de l'art qui était à Paris avec le titre Les ballets russes de Diaghilev. Oui, la Russie était particulièrement à la mode à cette époque-là. Vous savez, détrompez-vous, les gens pensent que la Russie est diabolisée aujourd'hui. Je voyage plus que vous. Et je suis frappé par le fait que les gens continuent à s'intéresser à cette grande tradition de la littérature russe. Vous savez, on a essayé, je vais vous raconter l'histoire d'une erreur de l'analyse occidentale et je dirais une grande leçon pour nous. Il y a une obscure université italienne, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ça, à Milan. Quand la crise maintenant a commencé, ils ont décidé d'interdire Dostoïevski. C'était une bêtise monumentale parce que vous savez que la remontée de Poutine a commencé par cet épisode qui pour nous c'est rien et pour les Russes c'est beaucoup. Parce que l'interdire Dostoïevski c'est trop, ils ont montré ça beaucoup à la télévision et ça a contribué à quelque chose que ce personnage ne voulait pas du tout, ces personnages de l'Italie ne pensaient pas du tout à faire augmenter l'audience du pouvoir de Kremlin. Mais bref, les choses comme ça. Et ils ont essayé de faire ça. Quel était le résultat de ça? Ils ont essayé, vous savez, tout d'abord d'interdire Tchaïkovski. Pendant un moment, Tchaïkovski n'était pas un compositeur bienvenu à Carnegie Hall ou ailleurs. Quel résultat je viens d'apprendre ça hier, par hasard? Tchaïkovski reste toujours le compositeur de loin, le plus écouté dans le monde. Vous comprenez? Et ça nous relativise des choses. Je suis absolument persuadé que la russophobie qui triomphe maintenant dans un certain milieu, mais très limité, parce que Tchaïkovski est toujours écouté par tout le monde, c'est absolument contre-productif. Contre-productif même par rapport à ça. Au contraire, il fallait distinguer le pouvoir, les choses politiques, et le peuple russe, et surtout cette grande tradition qui personnifie D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, que je clarifie dans ce livre qui vient de sortir. Et en parlant de votre livre sur Armand de Lestock, comme vous le dites, D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, vous, Vladimir Fedorovski, en tant que diplomate, est-ce que vous avez connu des D'Artagnan de Saint-Pétersbourg en Union soviétique ou en Russie? Vous savez, j'ai connu tout le monde. Je vais vous étonner. J'ai une amitié de 40 ans avec Chirac. C'était mon ami depuis longtemps, etc. Quand il y avait d'ailleurs les choses délicates, il m'a toujours téléphoné, etc. On a parlé. Je vais vous raconter l'histoire. Encore une fois, j'appelle Chirac D'Artagnan de la politique française. Vous savez, depuis longtemps. Vous aimez bien D'Artagnan? Moi j'aime bien, il a été déformé. D'ailleurs, D'Artagnan, on me demande qui est le meilleur agent français en Russie. Je dis toujours D'Artagnan. D'Artagnan, parce que évidemment, D'Artagnan nous marque tous. Ça m'a formé. Et réciproquement, qui est le meilleur agent de la Russie en France? C'est Tolstoï, Dostoïevski et Tchaïkovski. Vous comprenez, ça c'est absolument évident. Mais bref, Chirac, je vais vous raconter l'histoire. Vous savez que j'étais, à un moment donné, mêlé à la politique russe. J'étais porte-parole de la première partie démocratique en Russie, qui s'appelait Mouvement de réforme démocratique. Mais surtout, pendant l'affaire de Putsch, quand vous n'étiez pas né, 91, j'étais porte-parole des antiputschistes. Et à l'époque, Mitterrand, qui est d'ailleurs
qui a reconnu après dans une conversation privée entre moi qu'il a fait une gaffe là-bas, il ne comprend pas que le putsch ne va pas réussir. 91. Et Chirac, en fait, Mitterrand, il accepte le putsch. Et Chirac, qui était son adversaire, me téléphone, on se connaissait bien, j'étais à Moscou. Il vient chez moi, je lui arrange la rencontre là-bas au Kremlin avec une signe, etc. Mais l'affaire de putsch déjà était pliée. Le putsch a échoué. Et on a pensé qu'on va parler de la géopolitique. Pourquoi il faut revenir à ces histoires de D'Artagnan, Tolstoï, avec les Russes, etc., parce que c'est plus significatif que tous les autres. Il vient chez moi, toujours la vodka, on bavarde un tout petit peu, et j'ai pensé qu'on va parler de la, vous savez, de la géopolitique. Pas du tout. Il m'a récité les vers de Pasternak, docteur Zhivago. C'est éblouissant. D'ailleurs, les gens ne savent pas qu'il a traduit dans sa jeunesse Eugène Onegin. Et il m'a demandé qu'on le ramène sur le tombeau de Pasternak, à Periville-Quénault. Il y avait les bougies, etc. Et il récite le poème. Vous savez, c'est le poème que je conseille de lire, relire, j'espère, à vos spectatrices. Svitcha Garela, le bougie était sur la table. C'est un des plus grands poèmes d'amour qui existait dans le monde. Chirac le récite, et il m'a dit, Vladimir, tu sais, pour comprendre ce qui se passe, ce poème est plus important que tout le reste, que toutes les analyses géopolitiques, etc. Vous savez, c'est les choses qui marquent les choses comme ça. D'Artagnan de Saint-Pétersbourg, voilà, le Chirac, c'est la première image. Vous allez suggérer que les stocks c'était un peu espion. Mais je vais vous raconter une autre histoire d'un des plus grands espions du XXe siècle. Ça, c'est une histoire phénoménale qui est à l'origine, en quelque sorte, de la France d'aujourd'hui. L'histoire, c'est la suivante. Vous savez que en France, il existe une très grande tradition. J'espère bien que tôt ou tard, elle va triompher. Je l'appelle la tradition de la diplomatie gaulo-mitterrandienne. De Gaulle, Mitterrand, Chirac, etc. C'est les gens qui ont pensé que la grandeur française est liée avec les rapports forts avec la Russie. Ça ne veut pas dire qu'ils trahissaient l'alliance occidentale. De Gaulle est resté fidèle, notamment pendant la crise de Berlin, à l'alliance avec les États-Unis, mais particularité de la France, moi, franchement, dans ma longue carrière diplomatique, j'ai connu tous ces gens-là. Et je les appréciais. Il y avait des grands ambassadeurs français, même dans la dernière période. Quand même, De Gaulle reste un cas particulier. L'histoire était jouée par un D'Artagnan d'espionnage. Vous ne le connaissez pas, il s'appelait, s'il était d'origine arménienne, un jeune garçon dans fin des années 30. Il vient tout jeune, 26 ans, 24 ans, d'origine arménienne. Il s'appelait Agayan. C'est l'inventeur d'ailleurs de la théorie de désinformation au XXe siècle. Un grand personnage, un général du KGB, etc. Mais au début, pas le général du KGB. Il était, pendant les séries, il était ici en France. Quand il était en France jeune, un personnage assez important, mais pas le principal de dispositif d'espionnage russe. À l'époque, dans les années 30, il a joué un rôle en Espagne assez particulier pour évacuer l'ordre des républicains espagnols. Bref, après, il est atterri comme le chef de la résidence, ça s'appelle, de l'espionnage, à Téhéran. À Téhéran, c'était au moment de la conférence de Téhéran, 1943, à l'époque où Hitler voulait tuer Staline, Churchill et Roosevelt. Et ce personnage, Agayan, il provient du complot de Skorzeny, des Allemands, des nazis, et finalement, Staline l'a apprécié. Après cette réussite, Staline le convoque, il a dit, écoute, Ivan, il s'appelait Ivan, venez me voir. Staline le voyait toujours. Venez me voir. Alors il vient. Et alors,
il dit, tu sais, il y a un personnage, les Américains ne veulent pas ça, ils sont allergiques à lui. C'est un général français, il est basé à Alger. Il veut symboliser la résistance française, mais la majorité des Français sont avec Vichy. Avec lui, il y a très peu de gens. Tu l'as connu à Paris. Et à Gayens, il a été séduit par De Gaulle dès sa jeunesse. J'ai bien connu sa famille. On m'a raconté qu'elle a toujours donné l'exemple à sa fille qui voulait faire le rouge à lèvres. Elle a dit, Madame De Gaulle ne faisait jamais le rouge à lèvres. Pour lui, c'était un grand. Agayan s'est envoyé ça, et ça c'est, vous dites d'Artagnan, c'est comme les stocks, vous savez, les stocks, je vous ai raconté comment il a fait un coup d'État quand il a placé la tsarine devant le choix, soit aller dans les monastères, il a fait un dessin que j'ai gardé, qui sont gardés en reçu, soit d'aller prendre le pouvoir, et il a pris le pouvoir. L'autre est un peu dans ce genre-là, il vient, il parle avec De Gaulle pendant 3 heures. Normalement, il doit envoyer le télégramme, vous savez, c'est dans les choses, et ça c'est très strict, d'envoyer le télégramme tout de suite là-bas. Et au lieu d'envoyer le télégramme, quand il était à Paris, vous savez, dans l'espionnage, on pique parfois les documents, il a piqué, avec l'aide d'un postier de Colombey de 2 églises, il a copié plutôt, pas piqué, mais copié. La lettre de Gaulle à sa mère. Et dans cette lettre, il dit, comme exactement le stock autrefois, que l'avenir de la France est lié avec les rapports forts avec la Russie. Dans cette lettre, De Gaulle parle même de l'alliance entre la France combattante et l'Europe et la Russie combattante. La France combattante et la Russie combattante. Et ça, c'est pourquoi je vous dis d'Artagnan, c'est comme, vous savez, l'histoire de la diplomatie, c'est parfois ça. Il fallait dessiner, comme il a dessiné à Staline, le choix, et il fallait envoyer le télégramme. Et Staline, c'est une psychologie. Staline, il est très attaché à sa mère. Il lit ce truc-là, et ça s'est gardé dans les archives. Et il dit, on ne ment pas à sa mère. Je reçois De Gaulle demain. Et De Gaulle est venu là-bas en Russie. Il y avait une alliance qui était conclue, il y avait les accords qui ont été conclus. La Russie a imposé la France à la table de négocier contre les amis des Américains. Ils ont préféré Géraud, et les Anglais jouaient leur propre jeu, ils ne voulaient pas avantager la France. C'est la Russie combattante et la France combattante qui a imposé ça. Vous voulez d'Artagnan, vous avez un choix entre D'Artagnan espion, entre D'Artagnan homme politique, Chirac, et peut-être pour rappeler, parce que je suis très attaché à ce personnage qui est un créateur de l'art moderne, pour moi, Diaghilev, D'Artagnan des arts, qui était Serge Diaghilev, créateur de la compagnie des ballets russes. Vladimir Fedorovski, comme vous avez tiré à plusieurs reprises dans cette interview le parallèle entre le passé et l'actualité, à votre avis, quel pourrait être le D'Artagnan actuel en Russie? Vous savez, les D'Artagnan en Russie sont des jeunes générations, des jeunes, vous savez, ce créateur du réseau vous savez, de Telegram, Durov, il s'appelait. Vous savez, c'est en quelque sorte D'Artagnan du XXIe siècle. Vous savez, c'est les jeunes comme ça. La seule chose que vous comprenez, dans votre question, vous posez la question qui est orientée vers l'avenir, vers une grande estime pour la civilisation russe. Un conseil d'amis qui est toujours à mi-chemin entre les choses comme ça. Tout d'abord, l'histoire est longue. Et vous savez, souvent, quand je parle à la télévision, ils ont une tendance de ne pas voir la Russie comme un pays plein d'avenir.
c'est un pays qui a beaucoup de talent, beaucoup d'Artagnan de demain. Mais je pense que le préalable de ça, c'est de retrouver la paix et la sérénité. Et j'espère bien que ces langages va-t-en-guerre qui priment aujourd'hui vont s'éclipser et que la diplomatie ne sera pas morte. Et dans les pires moments, mon histoire de d'Artagnan le prouve. C'est pour ça que je le publie. Le prouve que la diplomatie peut porter beaucoup de choses. Et il faut garder le contact et surtout l'estime réciproque. Je vous signale que Napoléon, aujourd'hui, il aurait pu être diabolisé. Mais Napoléon est toujours adoré en Russie. Il y a toujours les balles. Aujourd'hui, quand les Russes se déguisent en maréchaux d'empire pour prouver ça, les collectionneurs, tout ça, l'histoire est longue. Et les revirements sont possibles. La preuve qu'après le désastre de la guerre de Crimée, quand la Russie était tellement diabolisée, on a retrouvé les ballets russes, Diaghilev, et ça, c'est une grande tradition, disons, qui a été créée. Et on espère qu'il y aura ici de nouvelles grandes traditions entre la Russie et la France qui seront créées. Évidemment, vous le représentez facilement avec votre volonté. De parler français, etc. Et vous savez, je vais vous dire, ma prétention, moi j'aurais pu, parce que vous savez, je mène un journal sur la guerre, etc., une chose très dure qui reflète, en fait, les coulisses de ça. J'aurais pu continuer à publier ça. Et je publie maintenant ce diptyque, qui est le premier tome, c'est D'Artagnan de Saint-Pétersbourg. Le deuxième tome sera consacré à la grande tsarine, à Catherine II, les choses comme ça. Et je le publie pourquoi? Parce que je pense que dans le contexte actuel, revenir à ces personnages et à ces grandes histoires, c'est une clé pour comprendre la situation dramatique. Moi, je vous dis que je pense que Chirac, qui était très pertinent, beaucoup d'estime d'ailleurs pour la culture russe, il a, au moment de la fin du communisme, il a dit la clé pour comprendre ce qui se passe, c'est un poème qui formellement n'a rien à voir. C'est le poème de Dr. Zhivago de Pasternak. Vous comprenez? Et je publie un livre, qui est livre très ambitieux, c'est dans la, disons, cette filière de roman de Saint-Pétersbourg. J'espère bien que ça va contribuer à réfléchir sur la période de maintenant, qui, je vous répète, la période la plus dangereuse de l'histoire de l'Europe et de l'humanité. Et que la diplomatie, nous sommes au bord du gouffre, mais pendant la guerre froide, on s'éloignait du gouffre. Il y avait des analyses, des contacts, etc. J'espère bien qu'on va s'éloigner du gouffre grâce notamment à cette grande tradition qui existe. Et pour que nos spectateurs puissent aussi se procurer votre livre, je vais laisser le lien du livre pour l'acheter dans la description de cette vidéo. Ce sera le lien direct pour découvrir le dernier livre de M. Fedorovski qui s'appelle D'Artagnan de Saint-Pétersbourg. Je vous signale que vous avez la primeur. Je vais passer beaucoup à la télé, mais vous avez la primeur. J'espère bien qu'on va vous soutenir. Merci beaucoup, M. Fedorovski.